Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons découvrir un concentré de nature. Des montagnes, des forêts de sapins à perte de vue et des lacs aux eaux limpides, les Vosges. Nous commencerons par une promenade au grand air, au cœur des Ballons des Vosges, et nous nous régalerons des délices produits dans la vallée. Ensuite, nous voyagerons à travers le temps vers la grande plaine vosgienne, pour aller à la rencontre de l'enfant du pays la plus célèbre du monde, Jeanne d'Arc. À Grand, nous découvrirons qu'au milieu des Vosges se trouvait une cité gallo-romaine riche et puissante. Notre balade passera par la ville la plus boisée de France, Épinal. Ces fameuses images nous révéleront tous leurs secrets. Puis, nous plongerons dans l'âge d'or de la ferblanterie en visitant une des dernières usines de fabrication de poêles, secret des plus grands chefs français. Cette escapade sera éclairée par la personnalité des Vosgiens, Tentez tout le monde. chaleureux et entiers, fiers de nous montrer les merveilles de leur magnifique région. Ah bon, d'accord. Nous commençons notre découverte par l'une des régions les plus préservées de France, un espace naturel intact, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, les Hautes-Vosges, à 40 km au sud-est d'Épinal. Et au cœur de cet espace naturel remarquable, surnommé la Perle des Vosges, Gérardmer et son lac aux eaux cristallines. Déjà du temps de Charlemagne, Gérardmer était un lieu de villégiature verdoyant et reposant. Aujourd'hui, la petite ville de montagne est une station sportive, été comme hiver, point de départ de randonnée nature à la portée de tous. Yannick est vosgien depuis toujours. Il y a encore 6 mois, il travaillait en ville, tout en bas dans la vallée. L'hiver dernier, il a quitté la vie urbaine pour devenir accompagnateur en montagne. Aujourd'hui, son bureau, c'est ce paysage somptueux. Pour apprécier au mieux la beauté des lieux, l'idéal est de se rendre sur la route des Crêtes, à 15 minutes juste au-dessus de Gérardmer. C'est là où nous avons rendez-vous avec Vanessa, guide de montagne et professeure de marche nordique. Eh ben, on y va. C'est quoi comme type de marche qu'on va faire? Alors, on est en train de faire de la marche nordique, qui est venue des pays scandinaves dans les années 70. Des skieurs de fond ont fait ça pour remplacer leur entraînement en été. C'est une activité qui est bien développée sur le massif des Vosges? Oui, oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Moi, j'en fais 2 fois par semaine avec le groupe qui est derrière nous. Ils viennent comme s'ils venaient à leur club de gym. Un sport qu'ils pratiquent été comme hiver, par tous les temps. Les Vosgiens sont tout-terrain. Ici, on a le même climat que le nord de la Norvège ou le sud de l'Islande, en fait. Il fait à peu près 5 degrés de moyenne annuelle. D'accord. On a 170 jours de brouillard Donc ce par soir, an. on a de la ici. chance. Ouais. 170 jours de brouillard par an. Autant dire que là, on a énormément de chance. Mais bien souvent, en arrivant au sommet des crêtes, le ciel est dégagé. Ouh,
On va avoir droit à un coucher de soleil, j'ai l'impression. La vue à 360 degrés récompense les marcheurs. Sous leurs yeux, les ballons des Vosges. Et juste derrière, l'Alsace. Et tu sais pourquoi les Alsaciens ont les oreilles pointues? Pour montrer à leurs enfants comme les Vosges sont belles, ils prenaient leurs enfants par les oreilles, ils les soulevaient au-dessus de la montagne, ils disaient « Regardez les enfants comme les Vosges sont belles ». Voilà, alors on l'a fait aussi à l'envers, hein. Si on va en Alsace, ils disent l'inverse. Donc Bon, en c'est de fait, bonne c'est guerre. bien, les enfants ont les oreilles pointues des deux côtés, c'est impeccable. Voilà. C'est de bonne guerre. N'hésitez pas à faire cette promenade en famille. Ah oui, avec le beau ciel rose, là, c'est joli. L'ascension dure moins d'1 heure, les sentiers sont balisés et vous y ferez de jolies rencontres. Et il y a un chamois juste en dessous, là. Venez vite, vite, vite. Regardez, il y a 2 chamois, là. Il y a la mère et son petit, là. Et il y en a encore un autre. Là, juste là, il y en a 3, si vous regardez. Et le soir, qu'ils m'ont repéré, alors ici, ils sont pas peureux parce qu'en fait, ils sont pas chassés. Ils sont très habitués aux marcheurs. Ils voient qu'il n'y a pas de danger. Donc, on voit qu'ils sont pas peureux, en fait. Pour réchauffer l'équipe, Vanessa a préparé une tisane à base d'herbes vosgiennes. Le sureau, ça a une petite action antivirale, donc c'est bien avant l'hiver. Super. Alors? Une pause qui donne l'occasion d'observer la flore environnante. Alors, est-ce que tu sais déjà pourquoi, regarde, est-ce que tu as une idée pourquoi ces arbres-là, ils sont tordus et surtout, ils sont tous dans le sens Je pense que les conditions climatiques sont un petit peu... Voilà, on appelle ça les arbres en drapeau. Ils sont tous dans le même sens, et ben parce qu'on voit que le vent dominant d'ouest, il vient comme ça, et les arbres ont pris la direction du vent d'ouest. Restez groupir. Le coucher de soleil a tenu sa promesse. Les marcheurs immortalisent les dégradés de couleurs sur les montagnes des Vosges. Et au loin, les forêts de sapins à perte de vue. Des sapins qui recouvrent la moitié du territoire vosgien. Ils sont l'emblème du pays. C'est même ici qu'est née au XVIe siècle la tradition du sapin de Noël. Ces sapins sont aussi à l'origine des fameux bonbons vosgiens connus dans le monde entier. Une gourmandise à laquelle Yannick souhaite nous faire goûter. Bonjour Fabienne. Salut. Comment vas-tu? Ben super. Et c'est son amie Fabienne qui va nous régaler. Inventé en 1927 par un pharmacien des Vosges, le bonbon à l'essence de sapin ou à l'eucalyptus est encore fabriqué ici, dans cette confiserie familiale. Voilà, ici on fabrique les plaques de bonbons. On va voir Damien qui fait les plaques. Il va verser sa pâte. Alors par contre, faut pas que tu mettes tes doigts parce que c'est très chaud. C'est à 145 degrés. Je touche pas. Elle n'est pas encore aromatisée. Là, elle a que le goût du sucre cuit. La pâte à bonbons, c'est tout simple. De l'eau, du sucre et du glucose. Il manque juste la touche vosgienne, l'essence de sapin. Je vais vous en mettre plein le nez. Donc là, c'est l'opération qui est un petit peu délicate, puisqu'on doit incorporer le parfum à l'intérieur de la pâte à bonbons. On en a toujours un petit peu qui reste à la surface. C'est ce que vous recevez dans le nez. Sucer un bonbon au sapin dégage les voies respiratoires et a même un effet antiseptique. J'avais un petit rhume ce matin, c'est nickel. C'est vraiment... Bah là, tu repartiras sans le rhume. Ah, merci. C'est une huile essentielle de bourgeon de sapin qui est mise dans la pâte à bonbons. Et c'est fait à Gérardmer. C'est ça qui va donner vraiment le bon goût au bonbon. Donc c'est vraiment un bonbon local. Ah oui. Hein? Alors C'est celui-là, du- 100% vosgien. C'est pas un vosgien. Ok. Vosgien, on peut pas faire plus vosgien. Bah Damien, il va me former, hein? Moi, je vais venir passer quelques jours ici et puis... Il n'y a pas de souci, on a du travail pour toi. La pâte à bonbons passe ensuite dans un laminoir. Yannick doit candir les plaques obtenues. Alors bien, je suis bien facile. dans le sucre. Je suis facile. C'est Non, pas mal, là, plus non? dedans. Pour la deuxième fournée de bonbons, Yannick a une mission un peu plus délicate. Alors, Alors, tu trempes tes mains dans le seau de glucose. Dans un sens, dans l'autre sens. On va faire comme un carré. On lève. Remplir des petits seaux de pâte de glucose. Je te remontre. Regarde, voilà ça c'est une boule de confiseur. bah C'est un écoute, métier. je sais pas comment te dire. Est-ce que j'ai le droit de deuxième chance? Oui. Bien sûr. Tu lèves. C'est pas un métier facile, hein? Vas-y, lève, lève, lève. Et tu lâches. Tu reprends dans l'autre sens et seulement après tu fais ta boule. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà, maintenant tu tournes. C'est pas du tout une boule. Voilà.
peux en refaire une petite? Faut remplir. Ah, parce que je commence à être bien là au niveau de la boule, alors... Et regarde pas, regardez, 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 regardez ça. Super. Regarde. Ouais. Bon, Oh, c'est la salle... salle d'emballage. Salle d'emballage, et c'est la salle où on casse les bonbons. Donc, tu as sucré les plaques. Tu as Bonjour. mis la main à la pâte. Et maintenant, si tu veux tester la, Ah oui. la casse des bonbons, elle nous casse les bonbons, là, hein, t'as pas remarqué? Je me suis pas Bon, c'est un poste un peu bruyant. Hein. C'est vrai qu'on a toujours fait des bonbons en plaques parce qu'autrefois, les confiseurs n'avaient pas de moule pour donner la forme à leurs bonbons. Donc, ils fabriquaient des plaques qui cassaient ensuite eux-mêmes. Et on coupe des petits bouts, pas trop gros ni trop petits. Laissez faire. Allez hop. Une fois coupées, les plaques jaunes sucrées par Yannick donneront les fameux bonbons au sapin. Les rouges sont aromatisés au coquelicot, autre spécialité de la maison, parfait pour adoucir les maux de gorge. Les morceaux de bonbons trop petits sont mis de côté et conservés précieusement pour faire de la brisure de bonbons une invention du père de Fabienne. Évidemment. Fondu dans de l'eau bouillante, ça donne une délicieuse tisane parfumée. Super, merci. Je vais boire une avec toi. Je vais boire un bonbon. Ah, c'est parfumé, c'est doux. C'est tisane du soir. C'est innovant, c'est autre chose. Voilà, c'est innovant. Après avoir succombé aux sucreries vosgiennes, un conseil, partez quelques kilomètres plus au nord, au cœur du pays des abbayes. Flânez le long de la rivière le Rabodeau, vous admirerez l'impressionnante abbatiale de Moyenmoutier. Les Vosgiens viennent de la redécouvrir après la destruction d'une usine de textile accolée sur sa façade au XVIIIe siècle. En partant de Moyenmoutier, suivez la départementale 424, surnommée la route des abbayes, jusqu'à Clairefontaine, la capitale du papier. Admirez la magnifique église romane d'Étival, en grès rose, remontée pierre par pierre après la Seconde Guerre mondiale. Et terminez la balade par Senones. En cours de réhabilitation, l'abbaye a aussi participé au riche passé industriel des Vosges. Elle fut jusqu'en 1993 le siège d'une filature de coton. Filature, teinture ou tissage, en 1930, près de 250 manufactures faisaient la renommée du textile des Vosges. Particulièrement autour du lac de Gérardmer, où les ressources en eau et en bois ont favorisé l'essor de l'industrie du tissu. Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises perpétuent et modernisent la tradition du linge vosgien. Bonjour Paul. Bonjour Yannick, Je suis venu découvrir un précieux savoir-faire vosgien. bienvenue. Paul de Monclos est le directeur d'une usine créée en 1833, renommée pour son fameux jacquard des Vosges. Marier des couleurs fortes à l'infini, c'est la magie de ces machines à tisser qui font naître sous nos yeux ces motifs profonds et contrastés. Donc là on arrive au début de l'histoire du tissage. Donc là avec cette machine on tire les fils un par un, donc c'est très long, pour en faire une chaîne qui va faire entre 1,80 m et 2,50 m de large. Donc là tu as le panel des couleurs et l'opérateur, donc Jean-Luc, va mettre en route et on va faire les bandes de couleurs différentes, Comme un arc-en-ciel. comme un arc-en-ciel. Il faut plus de 7 heures à l'opérateur pour remplir cette bobine géante, longue de 500 mètres. Il fixe manuellement les bandes de couleurs et installe chacune des bobines de fil qui les composent. Alors nous on utilise un fil rotor, c'est un fil qui est retordu l'un sur l'autre, pour lui donner de la solidité. Dans l'hôtellerie et la restauration, il faut que le fil soit très solide pour résister à l'usure, à l'usage mécanique et chimique. Et on a gardé cette technique en grand public. Donc nos produits en usage ménager sont inusables. Et ne vous y trompez pas, ce qu'on appelle jacquard n'est pas le motif du tissu. Le dessin qui est damassé est réalisé avec une technique qui s'appelle la technique jacquard. Et la technique du jacquard consiste à croiser les fils pour faire apparaître le dessin. Du linge de table que l'entreprise vend aux restaurants étoilés des 4 coins du monde. On livre dans 80 pays dans le monde.
hein, et ça part aussi bien aux États-Unis qu'au Japon, en Chine ou à Dubaï. Avant de voyager, ce motif traditionnel vosgien a habillé toutes les tables de la région depuis des générations. Alors ça, c'est vraiment un tissu que je connais, que j'ai connu chez mes parents, chez mes grands-parents. C'est vraiment quelque chose de, voilà, que j'identifie parfaitement. La technique sûrement de tes grands-parents, la couleur peut-être pas sûr. Et ce produit-là particulièrement, on a mis aussi une résine pour qu'il soit facile à entretenir, toi avec une éponge. Quand j'ai fait quelques tâches, ça part tout seul. Ouais. Super. Bon, je la prends. Hein. Ben, je t'en prie. Hein? Voilà. M'en vais. Voilà de jolies tables en perspective pour Yannick, si fier de cette renaissance du linge vosgien. Partons à 15 km au sud du lac de Gérardmer pour découvrir une autre tradition des Vosges, gastronomique cette fois. Au milieu d'une nature éclatante et préservée, allez goûter le Münster, le fameux fromage fabriqué dans ces montagnes depuis le 7e siècle. Yannick en est friand. Pour nous, il s'est levé à l'aube, juste à temps pour la traite des vaches. Bonjour Yannick. Catherine, bonjour. Alors on vient visiter la ferme? Ouais, avec plaisir, ouais, pas de souci, je suis parti. Donc on part à la traite. Venez, Ok, je vous on y emmène va. voir Philippe. Viens. Ici, à la ferme du Lejol, la famille de Catherine produit du Münster depuis 4 générations. Un fromage qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Chez nous, notre Münster, il est au lait cru. Mais dans les industries, tout ce qui est coopérative, ils pasteurisent leur lait. J'arrive pas. Ça part pas. Faut y aller peut-être plus fermement. Bah, j'ose pas trop encore. Allez, Ah, super. je te propose de trinquer. Alors, tout juste sorti du pied de la vache, quoi. Tout à fait, C'est ça 37 degrés. 37 degrés. Voilà, là, c'est comme ça qu'il va partir à l'atelier Münster. Tout de suite, on l'emmène et ça va devenir du Münster et on va commencer à le mouler à midi. D'accord. D'accord, 38 Ok. degrés, c'est idéal. Donc là, je suis un vrai privilégié, là. Voilà, la traite du matin. Allez, Ouais, super. chine, à Merci, la tienne. Catherine. À peine recueilli, le lait cru ne doit pas refroidir. Le bidon tiède file vers la fromagerie pour être immédiatement caillé. Il est ensuite découpé en petits cubes pour séparer le petit lait du lait caillé. Après évacuation du petit lait, le lait est versé dans des moules qui donneront sa forme définitive au fromage. Un vrai concentré de calcium. Il faut 8 litres de lait pour réaliser 1 kg de Münster. Enfin, le fromage est salé. C'est le sel qui lui donnera sa belle croûte dorée. Une croûte pour l'instant blanche et molle. Encore 4 semaines de travail avant que le fromage frais ne devienne du Münster. On va visiter la fromagerie. D'accord. Donc là, c'est la salle d'affinage. Je passe devant toi, viens. Voilà. Et là, on entre. Et tu sens. Ah, on est déjà dedans, voilà. là. Et ben voilà, on y est. Ici, dans cette cave humide et tempérée, on fait vieillir les 400 Münster produits tous les jours à la ferme. Je peux pas croquer dedans tout de suite, là. Ceux-là, presque. Non. Ah, presque. Après, ça dépend comment vous voulez aimer. Hein. Pour que le Münster prenne sa belle couleur rousse, Yannick va apprendre un geste réalisé depuis des générations, le massage du Münster. Tu vas masser tes premiers fromages. On prend juste un peu d'eau avec les doigts et vous frottez la face, faites après le talon, vous le retournez, vous faites l'autre face. Ok. Et voilà. Donc si jamais on laisse un peu trop de temps, il risque de devenir tout blanc. Donc s'il vient un blanc, déjà là, c'est pas trop grave. Le pire, c'est si jamais il prend un petit peu de bleu. Parce que nous, c'est pas du bleu, c'est du Münster, quoi. Ouais. Est-ce que je fais un bon ouvrier pour l'instant? Oui, il faut y aller fermement. Hein. Oui, d'accord. Hein, si on veut que la croûte s'affine, il faut y aller fermement. Il ne s'agit pas juste de le caresser. Il faut le frotter. Ah, alors frotter ou masser? Parce que toi, tu dis frotter, lui, il dit masser, bon. Et pour les gourmets, une partie de la production est aromatisée avec des graines de cumin. Une tradition qui remonterait au XVIe siècle. Et les gens qui avaient du mal à digérer le Münster, dans le temps, on leur conseillait de mettre du cumin. Et en plus, ça donne un petit goût assez relevé, assez sympa en parfumé, bouffe. ouais. C'est parfumé. Le Münster fermier est affiné et massé pendant 4 à 5 semaines avant d'être prêt à la dégustation. Un conseil, pour mieux apprécier le Münster fermier, préférez la belle saison, de mai à octobre, quand le lait est riche et parfumé. C'est là que le Münster est le plus crémeux.
Et voici une idée pour le déguster en hiver, la raclette au Munster. À table. Allez. Allez, venez. Chaque semaine, Catherine régale toute l'équipe de sa ferme avec ce plat agrémenté des charcuteries fabriquées sur place. Alors voilà, Yannick, tu as vu Dis-moi. la traite, la fabrication du Munster. Et bien là, on te propose la raclette au Munster. Parce que le Munster cru, c'est bon, mais cuit, tu vas te régaler. Merci. Tiens, hop. Crémeux, le Munster est idéal à cuire sous le grill. Et parole de Vosgien, moins lourd que le classique fromage à raclette. Comme c'est un Munster au lait cru, on cuit seulement pour la première fois le fromage. Donc forcément, la matière grasse n'est pas cuite et recuite comme dans un fromage classique. Et donc, ça le rend plus digeste. D'accord, donc on pourrait presque en manger tous les midis, quoi, finalement. Ah Non, bah, c'est un petit peu... pourquoi pas? Les anciens déjeunaient au Munster le matin. Après la traite, on s'arrêtait pas juste boire un café. Non, non, on mangeait des tartines de Munster, on les mettait dans le four à bois, dans la cuisinière à bois, et ils fondaient et on mangeait ça avec un œuf. Ah, c'est vrai. Attends, je vais reprendre la cuisine. Regarde comme ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses de notre raclette au Munster? Je me régale, Catherine. Si, comme Yannick, vous êtes amoureux de gastronomie et de longues balades au grand air, le massif des Vosges est décidément le lieu idéal pour vous ressourcer. Mais les Vosges ne se résument pas seulement à ces montagnes et ces forêts de sapins. Tout à l'ouest de la région se trouve la plaine vosgienne, de grandes étendues verdoyantes et fertiles. Cette terre, riche de son histoire dense et mouvementée, vous fera voyager dans le temps. Dominique habite la petite ville de Mirecourt, au cœur de la plaine des Vosges. Tous les jours, elle retrouve ses amis pour s'exercer à un art délicat et désuet, la dentelle au fuseau, apparue dans la région au XVIe siècle et dont elle maîtrise tous les secrets, ou presque. Les filles, vous allez rigoler. Je me suis trompée. Là. Je fais pas dans la dentelle. Mais la dentelière ne passe pas toutes ses journées sur son ouvrage. Dès qu'elle le peut, elle sillonne la région pour promouvoir son art et les traditions des Vosges. Pour commencer notre visite, notre ambassadrice souhaite nous emmener sur les traces de la Vosgienne la plus célèbre du monde. Sur les bords de la Meuse, Don Rémy-la-Pucelle, un joli village, sa petite église et une maison blanche toute simple. C'est la maison natale de Jeanne d'Arc. Nadège, guide de la maison, nous accueille. Bonjour Nadège. Bonjour Dominique. Vous allez me faire découvrir la maison de Jeanne d'Arc? Oui, tout à fait. Cette maison où elle est née, où elle a grandi. Et elle est à l'identique comme à l'époque où elle vivait? Non, elle a subi de nombreuses transformations au fil des siècles, et ce, dès le XVe siècle. À la naissance de Jeanne d'Arc en 1412, la maison était de plein pied. Le premier étage aurait été ajouté au XVIe siècle. Depuis le XVe siècle, c'est un lieu de passage où on vient voir la maison de la Pucelle. C'est un mythe, quoi. C'est vrai qu'on en a tellement parlé que les gens ont envie de savoir où elle vivait. Oui. Mais elle n'est pas très grande, la maison de Jeanne d'Arc. Ah non, c'est une petite maison. Hein. C'est une fille de laboureur. C'est une maison de 4 pièces. D'accord, alors on peut aller les voir? Oui. Alors Nadège, on arrive dans quelle pièce là? La chambre natale. Il ne reste aucune trace des meubles de l'époque de Jeanne. Vous découvrirez donc une maison vide, mais le lieu est resté symbolique à travers les âges. Au début du siècle dernier, la ferveur des visiteurs est à son comble. À tel point que les propriétaires ont dû changer la porte d'entrée de la maison, mais pour une raison étonnante. Il faut savoir que la porte du XIXe siècle est dans nos réserves et elle a la forme d'un sablier. Parce que nos visiteurs partaient avec un petit bout de cette maison, une relique. Donc on va dans la chambre? Oui. La chambre de Jeanne est une minuscule pièce sombre, tout juste éclairée par une petite fenêtre. C'est une fenêtre de l'époque médiévale et c'est probablement par cette fenêtre qu'elle voyait, qu'elle pouvait observer l'église Saint-Rémy. Ah oui, c'est vrai, on la voit bien.
Une vue qui aurait, selon certains historiens, renforcé la foi de la jeune fille. Jeanne d'Arc a fréquenté l'église Saint-Rémy tous les jours depuis sa plus tendre enfance. C'est là qu'elle a été baptisée juste après sa naissance. Et là, il est d'origine, il n'a pas été restauré, il n'a pas... Ah non, c'est vraiment le- les fonds baptismaux de l'époque. Il a été déplacé probablement, mais il est à cet emplacement au moins depuis le 19e siècle. La légende dit que le curé, touché par la grande piété de Jeanne, lui aurait appris à lire en cachette. Visitez cette église de Saint-Rémy, la première et la plus importante dans la vie de la pucelle d'Orléans. Mais le monument le plus imposant, érigé en l'honneur de Jeanne d'Arc, surplombe toute la vallée de la Meuse. Visible à plus de 15 km à la ronde, construite sur les hauteurs du village de Domrémy, la basilique du Bois Chenu. Située tout juste à l'orée du bois, où la petite Jeanne a entendu ses voix à l'âge de 13 ans. Elle est érigée à la place d'une modeste chapelle, construite au XVIe siècle en l'honneur de Jeanne. Roger est l'intendant de la basilique, guide bénévole au Bois Chenu et enfant du pays. Bonjour Roger. Bonjour Dominique. Alors je suis très contente de venir ici parce que je suis vosgienne, mais je ne suis jamais venue jusqu'à la basilique. Ah, c'est dommage parce que c'est un lieu sensationnel. Donc vous voulez bien m'en faire voir plus? On y va. La basilique a été construite avec les dons des fidèles. La première pierre posée en 1881. 12 ans après, les pèlerins qui affluent sont tellement nombreux que l'on double sa superficie et relance les travaux jusqu'en 1925 pour aboutir à cet édifice monumental de 64 mètres de haut. Et la croix, elle fait 3,50 m de haut sur 2,40 m de On n'a large. pas l'impression. Hein, vu On n'a d'ici. pas l'impression. La boule qui est en dessous est en cuivre. Elle fait 70 cm de diamètre. Là, j'ai l'impression que le clocher il va me tomber dessus. Ah, c'est vrai qu'il est près de vous, mais voilà. Alors vous avez beaucoup de mosaïques dessus. Et les plus belles mosaïques, ce sera à l'intérieur. Entrez dans la basilique. La visite est gratuite et avec un peu de chance, Roger sera là pour vous guider. Oh, c'est beau quand on arrive ici par cet escalier, Voilà. je trouve Donc, que c'est... Nous arrivons dans le transept avec le chœur. On peut le regarder comme ça. Si vous voyez, vous avez une très belle mosaïque au-dessus, dans le dôme, là. C'est des mosaïques qui font 1 cm sur 1. Et là au-dessus, vous en avez plus de 100 000. Plus de 100 000. Ah, Oui. Et c'est des petites mosaïques comme vous avez sur les ambons, là, de chaque côté. Vous voyez ? Alors, quand j'étais tout jeune, tout gosse, on allait essayer de récupérer des petites mosaïques. dans la terre, Dans la terre. pour voir si les ouvriers n'en Voilà. avaient pas laissé. Et on s'amusait avec. C'est de bonne guerre. J'aime beaucoup la colombe qui est en dessous de la chair. Alors ça, cette colombe-là, c'est le premier signe que Jeanne recevait. Et sous la coupole, une grande fresque en demi-sphère qui illustre le début de l'épopée de Jeanne. Donc c'est à partir de ce moment-là que Jeanne quitte Domrémy. Elle dit au revoir à ses parents. Je ne sais même pas si elle a dit au revoir parce qu'elle est tellement partie vite. Elle a quitté Domrémy et c'est là qu'elle part en mission. On ne la reverra plus ici après. La suite de la vie de Jeanne d'Arc est racontée le long des murs de la nef, sur 6 toiles gigantesques. Alors on montre une petite anecdote. On la montre toujours avec des moutons. Vous savez qu'elle ne gardait pas de moutons? Ben, c'est ce que j'ai entendu dire, mais Voilà. nous, à l'école, on nous apprenait qu'elle gardait des Ben moutons. non, elle ne garde pas de moutons. Et pourquoi on la montre avec des moutons? Parce que là, il y avait des soldats qui passaient là. Et les soldats, pour se nourrir, ils tuaient les bêtes. Tous les paysans regroupaient les bêtes et les protégeaient, en fait. Voilà. Elle était censée les protéger. Jeanne d'Arc a été canonisée en 1920, 7 ans après la réalisation des peintures. Un peintre a donc été chargé de rajouter après coup, une par une, les auréoles autour du visage de la sainte. Roger a un secret à révéler à Dominique. Il est un lointain descendant du frère de Jeanne, Jacquemin. Ce Jacquemin, qui était agriculteur, bien, je vais vous raconter, toute ma famille descend de Jacquemin. D'accord, alors Jeanne d'Arc, c'est une petite cousine. Voilà. Ah ben c'est bien, ah ben, je suis contente Voilà. de savoir ça.
Eh bien, Roger, je vous remercie. J'ai fait une visite vraiment formidable. Et pour moi, c'est une grande découverte. La basilique est un sanctuaire d'accueil des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. En repartant, faites comme les pèlerins. Dirigez-vous vers l'ouest du département. Vous découvrirez à 20 km un petit village de 400 habitants qui ne porte pas bien son nom, Grand. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Grand était une puissante cité gallo-romaine. Pour preuve, cet immense amphithéâtre de 145 mètres de diamètre. Dominique a rendez-vous avec Thierry, le conservateur du site. Bonjour Dominique. Bonjour Thierry. Alors, je suis venue découvrir le site de Grand. Qu'est-ce qui s'y passait ici? Eh bien, beaucoup de choses. Vous n'avez croisé personne, pas de lion, pas de tigre sur la route? Ah ben non. Non. Je serais pas là sinon. Voilà. Eh ben, c'était un amphithéâtre, un des plus grands de Gaulle. Hein. Plus de 17 000 spectateurs, pense-t-on. Donc ça? Oui. Et pour des spectacles, en fait, qui étaient des spectacles de gladiateurs, mais aussi de chasse. Comme dans tous les théâtres romains, les architectes maîtrisaient déjà l'acoustique. La forme de l'amphithéâtre amplifie parfaitement les sons. Écho. Il y a vraiment une qualité de son ici, assez extraordinaire, ce qui fait que les acteurs ou les gladiateurs n'avaient pas forcément besoin de forcer la voix, ils étaient entendus de très haut. Et le plus étonnant, c'est que pendant des siècles, personne à Grand ne soupçonnait l'existence de cet amphithéâtre gigantesque. Allez, marchons. Ah oui, elles sont d'époque. Donc voilà les fameuses arcades. C'est tout finalement ce qu'on apercevait de l'amphithéâtre. Et cela pendant très très longtemps, puisque le niveau ici de Lichen, c'était le niveau du sol. D'accord. Donc il n'y a que finalement ces deux arcades qui émergeaient et tout le reste de l'amphithéâtre était complètement recouvert. Donc il y a eu un gros travail de fait pour dégager tout l'ensemble et découvrir cet amphithéâtre. Alors ça a été un travail titanesque de Romains, comme on pourrait le dire. En 1963, aidés par les écoliers du village, les archéologues commencent à creuser la terre centimètre par centimètre et dégagent l'ensemble de l'amphithéâtre. Finalement, pendant des siècles, il y a des gens qui ont vécu sur un lieu magique sans le savoir. Sans le savoir. Pour vous mettre dans la peau des gladiateurs, allez faire un tour tout au fond du site, dans les loges, restées étonnamment intactes. Voilà donc les fameuses loges, Thierry. Voilà, donc ces loges, c'était un endroit notamment où les animaux étaient enfermés, qu'on appelle dans l'Antiquité carcérès. Donc carcérès, c'est un mot latin d'où a été tiré notamment le terme d'incarcération. Un endroit où les animaux étaient enfermés et où les gladiateurs aussi pouvaient se préparer pour les combats. Après les fastes de l'Empire romain, faisons un bond de plusieurs siècles. Lors de votre passage dans la région, vous découvrirez combien il est facile de voyager dans le temps juste en traversant la plaine des Vosges. En repartant vers Épinal, à travers la campagne et le long des rives du Madon, arrêtez-vous à Mirecourt, la cité de la dentelle, mais surtout depuis le XVIe siècle, la capitale du violon en France. Encore aujourd'hui, une vingtaine de luthiers fabriquent des instruments pour les plus grands violonistes du monde. Dominique tient à nous présenter un ami artisan passionné, Roland. Bonjour Roland. Bonjour Dominique. Alors comment ça va? T'as du boulot en ce moment? Comme d'habitude, je suis un peu débordé. Dominique et Roland ont un point commun. Ils exercent tous les deux les métiers les plus anciens du village. Donc ça, c'est mon rabot à dents. Hein. Il fait des copeaux en dentelle. Hein. C'est peut-être pour ça que dentelière et lutherie ont toujours fricoté. Là. On dit que les épouses de luthiers étaient dentelières, puisque il paraît que les luthiers faisaient les fuseaux, offraient des fuseaux à sa belle dans ses restes de bois de violon. Il faut au luthier une centaine d'heures pour faire un violon avec de longues étapes de séchage réparties sur 3 mois. Ça donnera quoi quand ça sera fini, Roland? Bon, on peut avoir un aperçu? T'as remarqué qu'il manque la tête? Oui. Tiens, elle est posée. Rapporte voir tout. Merci. Alors,
Donc, une fois que je vais avoir terminé le fond, je vais le coller. D'accord? Je vais enlever la partie qui m'a servi à construire, là, le moule. Je vais coller aussi ma table. Ben, j'aurai ouvert mes ouïes avant de coller la table. J'aurai façonné la tête, la petite volute. Et donc, ben, pour finir, il est dans le placard. Voilà. Ah, d'accord. Donc fini, voilà ce que ça donnera fini. Fait ici. D'accord. Voilà. Un violoniste franchit la porte de l'atelier. Il souhaite faire réparer un très vieil instrument. Le centenaire. Très bien, on va regarder ça. Pour que vous puissiez lui faire un petit lifting. Il y a longtemps qu'il n'a pas vu de luthier. Ah, ça fait une bonne 40aine d'années. Hein. Comme un docteur, Roland fait son diagnostic. J'ai déjà tapoté tout autour, là, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de décollage autour. Par contre, regardez, il y a votre touche qui est en train de se décoller. Venez voir, on va aller regarder là-bas, on aura plus de... Il n'a pas eu la touche redressée depuis... jamais. Dans 3 jours, le client récupérera son instrument réparé par Roland. Il profite de son passage à l'atelier pour essayer quelques violons neufs. En quittant Mirecourt, la cité du violon, nous vous proposons de partir vers le centre des Vosges. Entre plaine et montagne, les plateaux de la Vosges composent un paysage bigarré, baigné de sources pures, qui vous mèneront jusqu'à Épinal. Épinal, c'est la ville à la campagne, la cité la plus boisée de France. Depuis la colline du château médiéval, vous pourrez admirer la petite cité au bord de la Moselle. Réputée pour son tourisme vert, mais aussi pour son patrimoine industriel exceptionnel. Capitale du papier et du textile pendant plus de 2 siècles, vous y découvrirez un autre visage du pays, celui qui, sans doute, vous surprendra le plus. Martine est une Vosgienne d'adoption, amoureuse de ses plateaux verdoyants. Attachée de presse à la retraite, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans sa magnifique maison, une ancienne manufacture de fer blanc qu'elle a entièrement rénovée. Comme elle le fait avec tous ses visiteurs, elle va nous faire découvrir l'autre visage des Vosges. Pour commencer, Martine nous entraîne dans le centre d'Épinal, sur les bords de la Moselle. Aujourd'hui, l'un des symboles des Vosges est en pleine renaissance. L'imagerie d'Épinal vient d'être reprise par une jeune équipe. Bonjour Christin, je suis Martine. Enchantée, bienvenue à l'imagerie. Je vais vous montrer comment on fabrique nos images. Merci. Créée en 1796, l'imagerie d'Épinal, classée monument historique, est toujours en activité. On peut la visiter et découvrir d'incroyables machines à encrer encore en état de marche. Martine va participer à l'impression d'une planche d'image. Aujourd'hui, je te propose la plaque du médecin, l'image à l'envers, donc une fois imprimée, on va la voir dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Elle doit ancrer à l'aide d'un rouleau une plaque en métal gravé Allez-y. et la poser délicatement sur une feuille blanche. C'est plus simple. Maintenant, je l'ai comme ça, Voilà. alors... C'est un peu difficile parce que... Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je vais... Oh, j'ai un peu touché les bords. Ah, j'en aurai un peu sur les doigts du coup. Voilà, c'est une vieille machine, il faut être gentil avec. Comme moi, quoi, finalement. Donc là, hop. Le tout est ensuite passé sous une presse de 200 kg. Vous allez voir le résultat, vous allez être surpris. J'espère. Eh, franchement, Là, on est qu'est-ce pas que mal. vous en pensez? Donc pour une première, Pour une on est première. vraiment très très bien, je trouve. Voilà. Donc là, on va l'accrocher afin de la faire sécher. D'accord. Cette illustration du médecin est l'une des images d'Épinal qui a fait le succès de l'imprimerie au siècle dernier.
Donc c'est une image vraiment d'illustration qui était destinée à l'époque, voilà, pour montrer quelle était la mission du médecin. Donc c'est assez grossier, là on a vraiment des grosses seringues, des grosses choses. C'est de là que vient le nom image d'Épinal. Tout à fait. Il faut comprendre, à l'époque c'était des images qui étaient faites pour une population qui était bien souvent analphabète. Donc il fallait que le message passe par l'image, il fallait que les gens comprennent directement la narration et la scène juste en regardant. Je te présente Françoise. Donc 42 ans au service de l'imagerie dans l'atelier. Donc maintenant que les images sont en noir et sèches, Françoise va apporter la dernière touche au coloris pochoir à la main. Bonjour Françoise. Bonjour. En fait, c'est l'avant-dernière. J'ai encore le rouge à mettre après. À l'aide d'un pochoir en fer blanc fabriqué sur mesure pour chacune des couleurs, la coloriste peint une par une les touches colorées de l'image en les effleurant à la brosse ronde. Donc là, on a les images de tout à l'heure avec le bleu qu'on a vu être apposé. Donc là, on met le rouge pour finir. Et là, c'est vraiment rouge sang. Ah là, c'est rouge-rouge. En fait, les couleurs, on les travaille toujours de la plus claire à la plus foncée. Donc on commence par les couleurs chères, les jaunes, les bleus clairs. Et à la fin, on finit par les deux plus fortes, donc le bleu roi et le rouge. Et le rouge. Voilà. Un petit peu de mercurochrome. Un peu de mercurochrome, voilà, tout à fait. Vous avez sûrement vu cette image du docteur dans le cabinet de votre médecin de famille. Aujourd'hui rééditées, ces illustrations rétro intéressent les collectionneurs. Exceptionnellement, Christian ouvre à Martine les portes des archives de l'imprimerie. Depuis 2 siècles, des milliers d'images naïves sont conservées ici, à l'abri de la lumière. Donc là, on a les stocks anciens, c'est des stocks secrets, personne n'y a accès. Donc c'est là où il y a toutes nos vieilles images. On a des vieilles chromolithos, des vieilles lithos, des vieux tirages. C'est vraiment un privilège, il y en a partout, c'est formidable. Parmi toutes ces images, certaines pourraient vous rappeler quelques souvenirs d'enfance. Les écoles achetaient ces planches et pouvaient les donner à leurs bons élèves pour les féliciter d'un travail réussi tout au long de leur Oui, ce sont les bons points. Quand on était petit, on avait des bons points. Moi, j'en ai eu quelques-uns, quelquefois des bons points. On en a réédité et ça part très bien. Voilà, donc apparemment, il y a un retour aux bons points dans les écoles. Ce qu'on sait moins, c'est que l'imagerie d'Épinal est née avec la mode des icônes religieuses au XVIIIe siècle. Oh là là, merveilleux. Oh, alors là, celle-ci, j'adore. Les traits sont très très fins. C'est la Sainte Vierge au raisin. Comment on les donnait aux gens, on les offrait aux gens? Alors, ces images étaient vendues aux gens par le biais des colporteurs qui traversaient la région avec leurs hôtes. Et en fait, les gens, souvent, les collaient sur les murs, ça servait de papier peint. Voilà, on ne les encadrait pas, on ne les affichait pas, on les collait directement sur un mur de ferme. Bonne idée, voilà. Bonne idée. Alors pour tapisser mes chambres d'hôtes, je vais en utiliser combien? Je peux en acheter des, oui, bien sûr, c'est là sur des Saintes Vierges au vente. raisin. Mais c'est trop beau, hein. Vraiment, c'est fantastique. Belle image d'Épinal. On va partir à droite par contre. Ah merci, j'ai fait une visite formidable. C'est fantastique. À une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal, l'abbaye d'Autray est un havre de paix qui se visite toute l'année. Autour du bâtiment en grès rose, monument historique, et de son église dédiée à Saint-Hubert, vous pourrez vous promener dans un parc de 4 hectares, classé jardin remarquable, planté et entretenu avec amour depuis 30 ans par frère Siméon. Bonjour frère Siméon. Bonjour Martine, bienvenue à l'abbaye d'Autray. Merci, j'aimerais voir votre superbe jardin dédié à Marie. D'accord, bon on va le visiter alors. Dans les années 80, à la place de l'ancien potager des moines, laissé à l'abandon, le frère jardinier a planté près de 3500 espèces botaniques rares. Là, on a choisi de mettre de l'if partout pour délimiter les carrés. D'accord. Comme un jardin de curé, voilà. Voilà. C'est important ici de faire des jardins de curé. Ah ben ça va bien dans le lieu. Hein. L'abbaye, fondée en 1150 par des chanoines de retour de croisade, a été construite sur une immense nappe d'eau caractéristique des Vosges. L'eau pure qui en jaillit a permis la croissance exceptionnelle des végétaux du jardin. Je vais te montrer la source qui date de la première abbaye, donc que les moines ont trouvée à cet endroit-là. Vous voyez, l'eau sort, là, vous voyez, toute claire. Et elle est toujours à 8 degrés, donc en hiver, elle ne gèle pas. Au fil des années, les visiteurs venus du monde entier offrent à frère Siméon des graines d'espèces exotiques qu'il intègre avec bonheur dans son jardin.
Et là-bas, ce sont d'autres essences qui font la haie de séparation avec l'extérieur. La haie derrière la Vierge, donc, c'est une haie de Cercidiphylium japonicum. Bon, c'est un grand mot pour vous peut-être. Donc on appelle ça l'arbre au caramel. C'est un arbre qui vient du Japon. Mais ça sent le sucré. Mais ça sent distinctement le caramel. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Et ça en a la couleur. L'église abbatiale en grès rose est l'un des rares monuments de la région qui date de la Renaissance. Observez bien les contreforts, vous y découvrirez de curieuses figures grotesques inspirées de l'art roman. C'est quoi celui qui a les grandes dents là? Une espèce de chien, je pense. Un chien méchant? C'est souvent des bêtes un peu méchantes à l'extérieur. Ben, c'est un peu les bêtes de l'Apocalypse. Si vous êtes attentif, vous trouverez cachés le long du clocher d'autres trésors sculptés tout juste rénovés. À l'intérieur de l'église abbatiale, allez admirer un petit bijou baroque, lieu de pèlerinage bien connu des Vosgiens, une statue en bois de Saint-Hubert cachée par les habitants du village pendant la Révolution française. C'est une statue un peu miraculeuse quand même, hein, parce qu'elle aurait pu être brûlée par les révolutionnaires, vous voyez, complètement. Elle a été rendue après la Révolution française, donc elle est classée au monument historique, cette statue. Hein. Classée, protégée. Voilà. Et au XVIIIe siècle, c'est encore l'âge d'or de l'industrie vosgienne qui a sauvé l'abbaye de la destruction. Dites-moi, frère Siméon, ça n'a pas toujours été une abbaye ici, paraît-il? Non, donc après la Révolution, ça a été vendu et donc c'est devenu une usine, une tréfellerie, où on fabriquait des fils de fer et des faux aussi. Voilà. Donc c'est ce qui a sauvé aussi l'église. Hein. Merci pour cette visite, frère Siméon. Au revoir, Martine. À très bientôt, j'espère, pour les Saint-Hubert. On vous attend. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous passez voir frère Siméon, il vous fera visiter ce trésor du patrimoine vosgien, immergé en pleine nature et sauvé au XVIIIe siècle par l'âge d'or de l'industrie. En repartant, flânez le long des nombreuses rivières et cascades qui descendent des montagnes. C'est là, au fil de l'eau, que l'industrie du fer blanc s'est implantée. Tout au sud du département, au cœur de la vallée de la Cobauté, au Val d'Ajol, l'une d'entre elles a traversé les siècles. Bonjour Eric, je suis Martine. Enchantée Martine, bienvenue chez Debuyer. En 1810, ici même, une chaudronnerie façonnait des gamelles en fer. Aujourd'hui, on produit des casseroles de grande qualité. Eric, le responsable de l'usine, montre à Martine une machine incroyable. Cette presse vieille de plus d'un siècle, d'une puissance de 350 tonnes, fonctionne encore. Donc avec cette machine, on va réaliser tout ce que vous connaissez autour de la gastronomie, des poêles, des casseroles, des fétous, des sauteuses. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs un début de casserole. Voilà, là on est en train de voir un embouti, puisque pour l'instant on appelle ça un embouti, c'est simplement la forme. Et donc là, Alain va pouvoir donner un coup de presse. J'ai sursauté. C'est très impressionnant. Là, nous sommes face à des disques en inox sur la platine. Et c'est le même qui est là-bas, là. C'est le même qui est là-bas. Entre les deux étapes, il a simplement graissé la platine parce que nous faisons ce qu'on appelle du travail à froid. Mais elle ne sera pas chauffée pour être transformée. Un travail hérité d'un savoir-faire ancestral. Les ouvriers ferblantiers, tous issus du village, se transmettent leurs secrets de père en fils. Ce geste semble rituel. Alors c'est un geste qui est au-delà du rituel puisque c'est un geste qui a pratiquement 200 ans aujourd'hui. Donc vous avez effectivement des gestes qui se répètent mais qui n'ont pas lieu de changer parce que ces gestes-là font que les casseroles ne changent pas non plus. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc là on vient de voir comment on mettait en forme les objets, les articles. Et après cette opération de mise en forme, on a une autre opération manuelle qui est donc du détourage. Une par une, les 6 millions de poêles ou casseroles réalisées ici chaque année passent entre les mains habiles d'un ébavureur. On va faire une opération donc d'abord de mise à hauteur et à l'aide d'un outil à main,
Donc un geste, encore une C'est fois, encore un geste manuel, vraiment. ancestral et manuel. On va ébavurer pour que l'utilisateur ne puisse pas se couper. D'accord. Et les résidus sont utilisés en tampon-jet. Ce qu'on appelle le frison repart après dans le cycle au niveau du traitement des déchets. Ah, c'est réutilisé. C'est réutilisé, ça repart en fonderie et ça reviendra en forme de plaques de matières premières. C'est ensuite un maître polisseur qui prend en main les casseroles en inox pour les faire briller. La visite a donné envie à Martine de faire des emplettes pour sa cuisine. Eric l'entraîne dans le magasin d'usine. Quelle merveille! Il y en a partout. Partout. Et alors là, celle-ci, elle me plaît, elle est trop belle. Mais le vrai succès de la maison vosgienne est une poêle toute simple et très économique, en tôle d'acier. Oui, dis-moi Eric, c'est quoi le secret de cette poêle finalement? Bien, le secret de cette poêle, c'est qu'elle va devenir comme ça. Le passage entre cette étape-là et cette étape-là, c'est son utilisation. Ça me rappelle un souvenir, quand ma grand-mère faisait dans les Vosges les pommes de terre rôties dans la cocotte en fonte. En fonte d'acier. En fonte. Il y avait toujours ce trop cuit, qu'on disait trop cuit, ce doré, qu'on voulait déguster vraiment parce que c'était le meilleur. C'est une poêle qui ne doit pas être nettoyée. Après cuisson, elle doit juste être passée sous l'eau chaude et essuyée. Et qui est-ce qui utilise cette poêle? On est d'abord des fabricants pour des professionnels. Mais les passionnés aujourd'hui viennent vers nous pour essayer de retrouver ce goût d'antan qu'ils pouvaient avoir chez leurs grands-parents, leurs parents. Ces casseroles et poêles traditionnelles vosgiennes sont les ustensiles préférés des grands chefs français. À essayer vous aussi, si vous êtes comme Martine, un cordon bleu. Formidable, me voilà équipée et je vais pouvoir faire de la cuisine de grand chef. Discrète et nature, la région des Vosges saura surprendre petits et grands par sa variété. Balade en montagne, voyage dans le temps et gourmandise du terroir font de cette escapade vosgienne un plaisir à vous offrir au moins une fois dans votre vie.